Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous parler de l'identité numérique et en la confrontant justement à ses limites, c'est-à-dire en la mettant en perspective par rapport à des phénomènes qu'on observe depuis quelques années qui sont les identités numériques avant la naissance des usagers et après leur décès. Donc l'identité numérique, donc je l'ai abordé dans mes travaux, on peut la définir comme l'ensemble des signes qui manifestent l'utilisateur dans les réseaux sociaux numériques. Et j'aimerais commencer par évoquer déjà un premier point qui est la question du déterminisme technique, parce que souvent on interroge les réseaux sociaux numériques en demandant quels sont leurs effets sur les pratiques des usagers. Or, en fait, cette question des effets, qu'est-ce que Facebook fait à l'identité, qu'est-ce que Snapchat fait aux jeunes, eh bien, c'est une question donc, qui a été abordée depuis très longtemps par les sciences de l'information et de la communication pour ce qui concerne les médias en général. À chaque fois qu'on a eu l'émergence d'un nouveau média, eh bien, ce média est accusé de pervertir certaines couches de la population en diffusant des idées, parfois en masse, parfois dirigées envers des individus justement, et qui sont interrogés en termes d'effets, c'est-à-dire en termes d'effets directs. La référence en général qui est citée dans les travaux journalistiques pour référer à cette problématique des enjeux des technologies sur les jeunes, la population, etc., c'est McLuhan. Donc McLuhan, c'était un chercheur qu'on a qualifié parfois de prophète, et ce qui est assez caractéristique aussi de toute la littérature aujourd'hui qu'on a sur les réseaux sociaux numériques. Il y a énormément d'experts, de blogueurs qui vont s'affirmer comme experts de ces questions et défendre des idées qui ne sont absolument pas appuyées sur des usages qu'ils observent, mais sur des a priori, des idées donc spéculatives, c'est-à-dire en fait purement des préjugés. Donc McLuhan a ouvert en fait cette tradition qui est très attachée aux nouveaux médias en défendant donc dans la presse en fait cette idée que les médias auraient un effet direct sur la société pour des raisons sensorielles. Alors je vous ai mis cet exemple que je présente généralement en cours, des 3 âges, des 3 périodes d'alternance en fait des 3 phases de la société en regard des médias qu'elle utilise pour illustrer cette pensée de McLuhan. Donc il distingue 3 périodes, l'âge tribal, l'âge de l'imprimé et l'âge électronique, en montrant comment l'utilisation de l'oral, donc dans ce qu'il appelle l'âge tribal, avait impliqué un rapport participatif au savoir et une immersion dans un monde circulaire du fait de la transmission orale des contenus. Donc, oral égale premier âge tribal. Ensuite, avec l'émergence de l'imprimé, McLuhan a montré que, alors comme d'autres chercheurs, mais pour lui, il a montré que ça a un effet direct sur la société en impliquant une rupture avec la dépendance aux autres, en fait, au réseau social, justement, présenté par la possibilité de lire un livre de façon individuelle. Donc, selon McLuhan, eh bien, effectivement, l'apparition de l'imprimé a provoqué une société où domine introspection, individualisme et linéarité également du savoir dû à l'objet livre. Et enfin, l'âge électronique, alors qui dans les travaux de McLuhan ne concernait pas le numérique, mais c'est la raison pour laquelle aussi il y a eu des contresens dans la littérature qui ont intégré aussi ces travaux de McLuhan, pour effectivement la communication électronique, alors que ça concernait en fait la communication
audiovisuels de masse, etc., des années 60, donc en montrant qu'on retournait partiellement à l'oralité caractéristique de l'âge tribal, tout en ayant une relation également avec l'écrit, du fait du format audiovisuel. En tout cas, ce sur quoi je voulais insister, c'était que ces questions des effets directs des technologies sur la société, d'autres chercheurs, alors comme Jacques Goudy, ont montré que ces effets ne passent pas par un effet direct, sensoriel du médium sur la société, mais par l'appropriation qu'en ont les usagers. Donc là, on retombe sur cette problématique de l'éducation. L'éducation va permettre aux usagers de s'approprier donc le média en réfléchissant aux implications de leur usage. Donc, par exemple, Jacques Goudy a montré que c'est parce que l'écrit permet la structuration de la pensée sous forme de tableau que l'écrit avait impliqué des effets sur la structuration de la société et non pas pour des motifs sensoriels. Donc ça, c'est vraiment, je ne vais pas détailler la diapo, on n'a pas le temps, mais en tout cas, cette question, c'est de bien avoir en tête que c'est par cette appropriation des usages que des technologies ont un effet sur la société et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, la plupart des technologies qui sont utilisées aujourd'hui par les jeunes, les usagers, étaient déjà présentes il y a une dizaine d'années, mais n'ont pas été saisies. Alors, pas le web social, mais en tout cas, cette possibilité en fait de dialoguer à distance, elle était présente dès le début du web, et c'est progressivement que la société se l'est appropriée. Et donc moi je travaille sur la façon dont les usagers s'approprient leur identité numérique. Donc pour illustrer la définition que je vous ai présentée tout à l'heure, qu'est-ce que l'identité numérique ? C'est l'ensemble des signes qui manifestent un usager sur Internet, alors sur le web, sur les réseaux sociaux numériques. Donc, pour illustrer cette définition, donc je vous ai mis une publication que j'ai faite sur Facebook donc, il y a quelques temps. Donc cette publication, elle fait partie de mon identité numérique, elle est inscrite sur mon flux Facebook. Donc elle ne parle pas directement de mon identité, c'est cette idée aussi sur laquelle je voulais insister, c'est-à-dire que l'identité numérique dans les réseaux sociaux numériques, ce n'est pas seulement le pseudonyme et le descriptif de moi-même que je saisis pour me présenter directement aux autres, donc des informations que je déclare comme étant manifestant mon identité, mais également l'ensemble des publications que je produis sur les réseaux sociaux numériques. Donc cette publication, elle va manifester mon identité, même si elle ne porte pas directement sur mon identité. Ici, je faisais part en fait d'une intervention dans un colloque, qui portait sur l'œuvre d'une artiste. Et en fait, cette production, elle va connoter, colorer progressivement mon identité. Et donc, ça, c'est le cas d'une publication que j'ai produite moi-même donc sur le mur Facebook de mon profil. Mais également, et j'ai l'autorisation de Stéphane Vial donc pour montrer cette copie d'écran, un collègue, donc Stéphane Vial, a publié sur mon mur, donc vous voyez ici en me taguant, Fanny Georges, donc une publication rendant compte de la même intervention au colloque, on intervenait ensemble. Eh bien cette publication, elle ne parle pas directement de mon identité, et toutefois, elle va participer de ce système de signes qui manifeste mon identité parce que mes amis, toutes les personnes qui vont consulter ma page Facebook vont effectivement consulter également cette publication et qui va participer donc de l'image que je donne à voir aux autres. Voilà, donc avec ce qu'on peut interpréter
en fonction de ces publications. Donc, cette identité numérique, aujourd'hui, elle se constitue, et je reviendrai sur ce point par la suite, donc à la fois d'un ensemble de données que l'on saisit soi-même pour se présenter, mais surtout et avant tout de données qui sont saisies par les autres, mes contacts, et qui sont mises en visibilité par le système que j'utilise, la plateforme de réseau social numérique, qui va valoriser ces données de manière différente suivant la plateforme. Cette identité numérique, elle a évolué depuis les premiers temps du web. Donc pour vous donner voilà, une illustration un peu diachronique, généalogique en fait de l'émergence de cette identité numérique, donc j'ai vaguement proposé ici une timeline sur laquelle je vous ai mis des copies d'écran, donc des applications favorites des usagers depuis les années 90. Donc, dans les années 90, des études, enfin des enquêtes de Pew ont montré que c'était ICQ et la messagerie instantanée qui était l'outil préféré des jeunes à cette époque. Alors on parle toujours des jeunes effectivement comme vraiment ce public particulièrement concerné par les nouvelles technologies, mais en réalité ça concerne effectivement aussi tous les adultes. La particularité de l'identité numérique dans ces messageries instantanées, donc qui étaient les applications favorites des jeunes fin des années 90, début des années 2000, c'est le fait qu'on se présentait essentiellement par du texte, donc un pseudonyme, quelques informations descriptives qui apparaissaient sur Facebook, et surtout les textes que les usagers publiaient dans les consoles de chat. Alors il y avait également l'IRC, des chats collectifs, mais essentiellement cette représentation est textuelle et comme je le montrerai par la suite, ça implique en fait une translation, une espèce de traduction des modalités de communication en face à face qui est spécifique puisque on va traduire des gestes et des expressions faciales sous forme de texte, d'un rythme de publication, etc. Par la suite, à partir du milieu des années 2000, l'application favorite des usagers, donc ce sont les blogs qui sont avec le web social. Donc c'est en 2004. Pew montre que c'est l'application favorite des usagers. Là, je vous ai mis Skyblog, mais en réalité, aux États-Unis, c'est LiveJournal qui est l'application favorite. Donc les blogs vont permettre, avec des systèmes automatisés, de saisir un grand nombre d'informations au quotidien pour se présenter. En fait, ces blogs, ils s'inscrivent dans la continuité en fait de ce qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui étaient les premières homepages ou pages personnelles, qui étaient des pages qui ont beaucoup disparu aujourd'hui, donc qui étaient créées par l'usager dans des applications comme Dreamweaver et étaient mises en ligne avec des clients FTP. Donc ça nécessitait quelques compétences techniques, mais donc ces pages perso dont je vous ai mis un exemple, donc moi d'une page perso que j'avais à cette époque-là, ressemblait à un fichier Word qu'on mettait en ligne au fur et à mesure de ces modifications et qui ne présentait pas de date. C'était un fichier que l'on pouvait modifier totalement et dont on saisissait complètement en fait l'ensemble des données puisque c'était comme un fichier Word. Ce qui change avec les blogs, c'est que toute publication va être en partie modélisée et inscrite dans les cadres proposés par le système informatique. En l'occurrence, les blogs vont permettre de nouvelles fonctionnalités à l'expression de soi. On a toujours l'identifiant et la photographie qu'on n'a pas nécessairement dans les pages personnelles, qui renvoient à un modèle de présentation de soi plutôt inspiré de la messagerie instantanée, un descriptif de l'usager et surtout donc chaque publication va être datée. Et on va avoir aussi tout un réseau d'usagers qui va être associé à cette présentation de soi. Donc à partir de 2004, avec l'essor des blogs, cette identité numérique que l'on produisait auparavant
voilà, sur une page fixe, eh bien, elle va se socialiser, elle va se diversifier, elle va être plus facile à produire. On va avoir plus d'usagers qui vont l'utiliser et surtout, elle va être inscrite dans des réseaux sociaux dans lesquels les usagers vont se montrer mutuellement leur présentation de soi. Autre évolution, en 2008, donc Pew montre qu'à partir de 2008, c'est Facebook qui est l'application favorite des jeunes, des usagers. Alors, la particularité de Facebook, c'est qu'elle va fédérer tout un ensemble de pratiques qui auparavant étaient dispersées sur divers sites. Alors dans Facebook en 2008, il y a la possibilité d'intégrer un petit programme de blog par exemple. Bon, l'interface de Facebook était assez différente à l'époque, mais en tout cas Facebook va proposer de fédérer différents usages et surtout en mélangeant finalement l'ensemble des réseaux sociaux de l'usager. Donc en mélangeant à la fois les amis que l'on avait donc sur les blogs, les favoris des blogs, mais aussi ses contacts professionnels, les amis avec lesquels on a fait ses études, comme à la manière de copains d'avant. En tout cas, Facebook va fédérer l'ensemble de ces réseaux sociaux numériques. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un petit changement qui n'est pas d'ordre technique, mais purement du point de vue des usages. C'est que Facebook va impliquer que l'on se présente par son nom et prénom civil, avec cette menace que si on utilise un pseudonyme, eh bien Facebook peut supprimer notre page. En fait, ce petit changement, qui n'est absolument pas un changement technique, va impliquer énormément d'enjeux sociaux du point de vue d'identité numérique, puisque auparavant, des ensembles d'informations qui étaient inscrits dans des pratiques séparées des relations en face à face, dans les blogs, dans les pages perso, souvent on ne se présentait pas par son vrai nom, à moins d'utiliser comme CV, mais on avait des pseudonymes qui étaient, et on ne discutait pas surtout avec des personnes que l'on connaissait préalablement. À partir de Facebook, de copains d'avant, etc., cette association de l'identité civile et de l'identité virtuelle va totalement changer les usages. Et je reviendrai dessus par la suite. Et ce phénomène d'inscription de l'identité numérique donc dans la vie quotidienne des usagers va encore s'accroître avec le développement des technologies du Quantified Self, c'est-à-dire tous ces dispositifs qui permettent de capter le corps, la santé, l'état, la position géographique de l'usager. Ce qui fait, comme je vais le montrer par la suite, que aujourd'hui, l'identité numérique, en fait, nous suit de très très près et on n'est plus du tout dans une identité fictive, désolidarisée de sa vie en face à face, mais une identité numérique qui va nous poursuivre jusqu'à devenir intrusive dans notre quotidien et présenter des dangers, effectivement, pour notre vie quotidienne. Donc, sur ces différentes phases de l'identité numérique, eh bien, des travaux de chercheurs ont mis en évidence à chacune de ces phases, en fait, les caractéristiques de la façon dont se représentait l'identité numérique. Donc, moi, j'ai proposé de les regrouper par facilité en 3 phases globalement. Donc de relations à cette identité numérique qui vont nous permettre en fait de comprendre comment est-ce que ces usages et ces appropriations se sont intériorisés en fait dans l'esprit des usagers et comment aujourd'hui on en arrive à accepter d'être poursuivi et dans toutes les facettes de notre vie quotidienne par un dispositif technologique. Donc, dans les années 90, à l'époque dont je vous évoquais justement en disant que c'était la messagerie instantanée et donc les pages perso qui étaient en tout cas qui constituaient les activités en ligne relatives à l'identité numérique des usagers, eh bien, on parlait plutôt d'un second soi. Donc le second soi de l'écran, c'était des chercheurs comme Sherry Turkle, Madeleine Pastinelli ont montré que les usagers qui utilisaient donc ces dispositifs dans les années 90 allaient l'utiliser comme
un outil pour mieux se connaître soi-même. En effet, étant donné qu'on discutait à cette époque avec des gens qu'on ne connaissait pas, parce que les équipements étaient trop faibles, nous on allait discuter avec des personnes qui, généralement, étaient situées très très loin, sans optique, enfin sans perspective de rencontre en face à face, à la différence d'aujourd'hui. Donc c'était vraiment des identités qu'on allait entretenir donc sur son ordinateur fixe déjà, et vraiment sur le très long terme, pendant des mois, on allait discuter avec des usagers. Et donc ces technologies sont utilisées dans une perspective de l'identité dont Madeleine Pasquinelli a montré qu'elle relevait d'un paradigme essentialiste, c'est-à-dire que les usagers de l'époque considèrent qu'ils ont une identité en soi, que le numérique va permettre de révéler parce qu'en fait, il permet de communiquer en absence du corps et de ses marqueurs sociaux. C'est-à-dire qu'on va saisir une opportunité de communiquer en absence de son corps et de pouvoir tester, par exemple, une identité féminine si on est un homme, une identité masculine si on est une femme. Donc c'est la pleine époque, en fait, des expérimentations relatives à l'identité, où l'identité est considérée comme une liberté sans précédent, en fait, de communiquer, de se découvrir soi-même et de découvrir l'autre tel qu'il est vraiment, justement, sans avoir d'a priori dû, en fait, à l'aspect physique de la personne. Donc, premier ensemble de travaux. Dans les années 2000, on va avoir un autre phénomène, c'est l'expressivisme, pour reprendre l'expression de Laurent Salard, qui est due à cette facilité avec laquelle, en fait, les usagers ont pu créer des identités numériques massivement avec les blogs. Alors, cette phase d'identité numérique, elle se caractérise par une démultiplication, en fait, des formes de présentation de soi, un déballage, en fait, du quotidien, hein, dont Serge Tisseron, en fait, a théorisé la notion, effectivement, d'extimité. Alors, c'est toute la période, l'âge d'or du narcissisme connecté, hein, dont les journalistes adorent parler, c'est effectivement une période où les usagers vont publier beaucoup de photographies, parler de leur quotidien, de leur vie privée, et on va s'interroger, parce que ça s'inscrit encore dans la tradition des journaux intimes en ligne, sur en fait cette impudeur de la nouvelle génération. Alors qu'en réalité, bon, ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que c'était pas une phase, enfin, en fait, cette impudeur correspond plutôt en fait à une quête de reconnaissance, et c'est en cherchant et en se décentrant à travers ces productions et en envisageant finalement le regard de l'autre sur sa propre page que les usagers vont prendre confiance en eux, et finalement les chercheurs vont aboutir à la conclusion que ces formes de présentation de soi qui peuvent paraître narcissiques, impudiques, finalement ne sont que des quêtes de reconnaissance, et elles vont intervenir en fait en donnant confiance aux usagers qui ont une faible estime de soi, notamment en servant de cadre de simulation à de nouveaux soi. Voilà. Donc on va voilà, beaucoup s'exprimer et rechercher la reconnaissance à travers ces usages. Alors, dans cette troisième partie donc, qui caractérise donc les usages qu'on a actuellement, les années 2000, moi, ce qui me semble caractéristique, donc là on entre vraiment, c'est difficile de faire la synthèse des travaux avec si peu de recul, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est l'association entre le fait d'observer beaucoup de données sur les autres et d'en donner soi-même. Donc c'est cette idée en fait d'une société de surveillance, mais qui serait moins organisée par des grands organismes de surveillance, mais qui part en fait de l'individu. L'individu saisit beaucoup d'informations sur lui-même de façon, accepte qu'on saisisse beaucoup d'informations sur soi-même pour se présenter à travers toutes ces technologies du quantified self, en l'associant à son nom, prénom réel ou à des pseudonymes qu'on utilise tellement finalement qu'ils deviennent des formes de prolongement en fait de son nom réel. On arrive toujours à trouver des co-occurrences.
Et donc, on est face à des identités numériques dont les données sont extrêmement massives. L'identité numérique est alimentée depuis déjà plusieurs années. Beaucoup d'usagers ont une grande partie de leur vie en ligne. Et donc, en tout cas, dans cette dernière phase d'usage d'identité numérique, on est vraiment face aux problématiques donc, de surveillance des autres et par soi-même. Donc, pour rendre compte de cette perte d'emprise de l'usager sur sa représentation, donc je vais vous présenter un petit modèle de l'identité numérique donc, qui va nous faire comprendre un petit peu comment est-ce que progressivement on en est arrivé à perdre cette emprise sur ces signes qui nous manifestent. Donc pour vous expliquer le schéma, donc ici on a l'utilisateur en tant que personne qui, via un identifiant et un mot de passe, va créer une représentation de lui en ligne, donc son identité numérique. Cette identité numérique, elle est donc un système de signes qui s'organise autour d'un noyau central qui est donc le pseudonyme, nom, prénom ou avatar de l'usager, son image de profil. Donc, ce que j'appelle le ligateur autonyme, hein, c'est ce groupe d'éléments qui va embrayer le processus d'identification, la représentation de soi. Donc, donc autour de ces informations centrales, j'ai distingué donc un premier ensemble d'informations que j'ai appelé l'identité déclarative, qui manifeste le plus haut degré d'emprise de l'utilisateur sur sa représentation. Donc ce sont toutes les informations que je saisis moi-même pour me présenter, ma description, la mise en page de ma page, les amis que j'accepte comme effectivement que j'accepte de montrer sur ma page comme étant mes amis, les vidéos et les albums que je partage. Donc toutes ces informations, c'est moi qui les saisis, c'est moi qui décide qu'elles sont visibles pour un autre, quel est leur degré de visibilité, etc. Donc ça correspond à, globalement, donc l'identité déclarative à la représentation de soi par soi. Or, à partir du web social 2004-2005, du web 2.0, eh bien, se développent deux autres surcouches d'informations que sont d'une part l'identité agissante et l'identité calculée. Donc l'identité agissante, elle est très caractéristique du web social. Ça consiste en toutes les notifications donc dans un flux sur la page de l'usager. Alors dans Facebook, c'est la timeline. Dans LinkedIn, vous avez aussi un petit encart où sont notifiées les dernières activités de l'usager. Ce sont toutes les informations, alors qu'elles soient saisies par le sujet lui-même pour se représenter, mais surtout, comme l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, en fait, vos amis qui publient en fait sur votre page en vous taguant des informations ou en partageant avec vous des fichiers. Donc cette identité agissante, elle se constitue donc toutes les informations qui sont présentées par les applications comme une alternative finalement, comme permettant de vous donner une idée sur vos activités actuelles. Donc elles sont vraiment inscrites dans une temporalité, hein, comme le manifeste la timeline de Facebook. Et de ce fait, en fait, on manifeste déjà un premier degré de perte d'emprise de l'utilisateur sur sa représentation, puisqu'elle inclut les notifications faites par les amis et aussi par le système informatique, par exemple, qui va notifier que vous vous êtes inscrit à telle application, que vous avez fait tel score à un jeu social, par exemple, donc sur votre timeline. Le troisième élément qui va changer profondément notre représentation de l'identité, c'est l'identité calculée, donc qui se constitue d'un ensemble de chiffres et de compteurs qui vont être dispersés sur les pages des réseaux sociaux numériques. Donc nombre d'amis, nombre de vues, nombre de likes, toutes ces informations vont être comptabilisées donc d'une part par le système informatique pour quantifier certains éléments que l'application considère comme étant importantes. Donc ça va valoriser certaines informations. Le fait de quantifier va impliquer aussi, en fait, par affordance, un processus de comparaison entre les performances des uns et des autres. On va comparer
le rayonnement social de deux personnes en comparant leur nombre d'amis, par exemple, comme effectivement ça a été beaucoup débattu à l'époque. Mais également, cette identité calculée, elle réfère également toutes les données de géolocalisation, les données de datation des publications, donc toutes ces informations qui sont saisies automatiquement par le système et sont attachées à des productions de nous-mêmes et finalement auxquelles parfois on délègue aussi notre activité. Par exemple, la géolocalisation, beaucoup d'usagers n'ont pas conscience que toutes les photographies qu'ils prennent sur leur téléphone portable sont géolocalisées et ça apparaît automatiquement lorsqu'on les télécharge sur Facebook. Ça, ce sont des données qui sont extrêmement importantes parce qu'elles vont accroître en fait les liens entre l'utilisateur et son corps finalement, donc vont permettre de le suivre et parfois à son insu, puisque finalement on accepte une fois la géolocalisation. Ensuite, on peut très bien l'utiliser sans en avoir conscience, ce qui fait que effectivement là on est vraiment face à un cas de délégation extrême de l'identité. Donc finalement, ce modèle montre comment, avec ces différentes couches d'informations, l'utilisateur perd de l'emprise sur sa représentation et à l'inverse, comment est-ce que les applications ont de plus en plus d'emprise sur notre identité, notre présentation de nous et l'image que l'on donne à voir aux autres, puisque ce sont ces applications qui vont structurer la façon dont elles nous rendent visibles. Alors, vous avez mis des petits écrans. Donc aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce que on perdait de l'emprise sur sa représentation par ces réseaux sociaux numériques comme Facebook. Alors encore accru dans Facebook, voilà. Je ne vais pas détailler. Et donc les enjeux de l'identité numérique aujourd'hui, qui, comme je vous ai montré, en fait, sont intégrés dans la vie des usagers depuis quand même bien une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Bien, aujourd'hui, on est face à l'émergence de nouveaux services qui vont dépasser les limites de cette identité numérique. Parce que tel que je l'ai défini, finalement, il faut quand même être capable de publier sur Facebook, d'avoir l'autorisation de le faire, c'est-à-dire d'être majeur, ou bien de savoir simplement écrire ou utiliser un téléphone pour se créer un compte sur les réseaux sociaux numériques. Or, ces nouveaux services qui émergent vont donner lieu à des usages par lesquels une identité numérique va parfois être créée avant la naissance de l'usager et surtout par lesquels l'identité numérique va continuer de se construire après le décès de l'usager. Donc, premièrement, l'identité numérique anténatale, c'est une pratique déjà que l'on observe depuis les années 90, début des années 2000, dans les pages personnelles, mais qui a été systématisée par l'apparition de réseaux sociaux numériques spécialisés dans la conception d'enfants. Donc il s'agit de se faire aider. Donc ici je vous ai mis l'exemple de Conception Weekly, Baby Weekly, en fait qui est toute une gamme en fait de services américains pour suivre premièrement donc son projet de conception d'un enfant, se socialiser avec d'autres parents pour échanger des informations sur les méthodes, en fait les trucs et astuces de conception. Ensuite, suivre la grossesse en saisissant et partageant en ligne ses mensurations, l'évolution du fœtus. Et ensuite, après la naissance de l'enfant, donc une application pour avoir des conseils et aussi partager la croissance de son bébé. Et vous avez même une application, je vous ai pas mise en fait, qui permet aux grands-parents en fait de tenir des blogs avec leurs enfants et de communiquer en fait via des blogs avec leurs petits-enfants. Voilà. Donc il y a différents espaces qui sont associés et qui finalement vont équiper la maternité, la parentalité, la paternité et donc vont donner lieu à une création d'une identité numérique
avant la naissance de l'usager. Ce que j'ai vu sur les pages personnelles, par exemple, c'est que parfois les parents créent même un espace numérique présentant le nom de l'enfant avant sa naissance, sur lequel ils vont mettre les échographies, les premières couches changées. Et ça donne même lieu à des professionnalisations de certains parents qui vont se socialiser via cette pratique de présentation du bébé et de sa maturation, puisqu'ils vont être contactés par des marques qui vont, par exemple, leur proposer de leur offrir des couches en contrepartie de photographier ces couches dans les blogs rendus publics. Donc tout comme les blogueuses maquillage ou beauté de YouTube, il y a aussi les parents professionnels qui vont être invités à faire de la publicité autour de leurs enfants. Donc tout ça, ça présente énormément d'enjeux que je vous présente juste en perspective, pour vous y réfléchissiez, mais effectivement qui montre comment est-ce que l'identité numérique, parfois, elle peut être instrumentalisée aussi à notre insu justement dans des stratégies commerciales ou simplement la bonne intention d'avoir des informations qui nous permettent d'optimiser l'éducation de nos enfants. Quand même bien réfléchir au fait que effectivement ces identités numériques elles vont rester sur Internet et que c'est pas un service à rendre à un enfant que de lui accoler une identité d'enfant pour toute sa vie sur les réseaux sociaux numériques. Surtout que les parents, en tout cas en particulier ceux qui sont l'auteur de blogs, de pages perso, en fait parfois oublient les identifiants et les mots de passe qui leur permettent de supprimer le compte. Et après ça devient vraiment très compliqué de supprimer ces informations en ligne. Voilà, donc première partie, l'identité anténatale, et qui va aller au-delà des cas de l'identité numérique en étendant l'identité numérique à une période où on n'est même pas encore capable de saisir des informations soi-même pour se présenter. Et d'autre part, donc moi je travaille depuis 3 ans, je dirige un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche sur les éternités numériques, donc les identités numériques post-mortem et les usages mémoriaux du web. En effet, on s'est aperçu, on s'est interrogé sur le devenir des identités numériques après la mort des usagers, donc particulièrement pour ce qui concerne la génération Facebook, la génération des blogs, dont je fais en partie. Et donc ce sont des usagers qui se sont énormément présentés sur Internet pendant toute leur vie. Donc on peut se demander ce que deviennent leur identité numérique une fois qu'ils ne sont plus actifs. Comme je vous l'ai montré, il y a ce phénomène de délégation croissante de l'identité, de perte d'emprise de l'utilisateur sur son identité, donc on observe tout au long de l'histoire de l'identité numérique. Et donc, finalement, on aboutit à interroger ce qui a limite où il n'y aurait plus du tout d'utilisateurs. Et est-ce que nos identités numériques sont devenues autonomes? Eh bien, oui, tout à fait. Après le décès d'un usager, son identité numérique, pour certains en tout cas, continue de se construire sur Facebook, sur Internet, par les actions des usagers, des amis qui vont publier sur la page de profil de l'usager ou qui vont publier des informations sur son décès, des informations relatives aux souvenirs qu'ils ont du défunt. Alors, c'est un énorme sujet comme vous vous en doutez, donc je pourrais peut-être répondre à des questions, mais peut-être juste pour aborder en fait un cas de figure aussi un petit peu extrême de cela, parce que bon, c'est un phénomène qui est présent dans Facebook, mais beaucoup d'articles de presse en ont parlé ces derniers temps, mais surtout il y a des services notariaux, des services en ligne accolés à des services notariaux qui se développe ces dernières années dans la perspective justement de cet énorme marché qui va émerger d'ici une vingtaine d'années lors de la mort de la génération Facebook, et bien justement qui propose aux usagers de gérer eux-mêmes leur identité numérique. Alors Facebook a donné la possibilité récemment de désigner un légataire pour ces données qui permettent à l'usager en fait de déclarer ses dernières volontés concernant sa page Facebook, et qu'il souhaite la garder ou non, et puis d'avoir justement ce légataire qui s'en occupe. Eh bien, ces services notariaux
donc propose tout un ensemble de services, notamment la mise sous scellé en fait des identifiants et mots de passe des usagers pour éviter qu'ils soient obligés de les confier en fait à leurs proches avant leur décès avec leur dernière volonté, ce qui peut présenter des problèmes en fait de confidentialité des données personnelles aussi. Donc, placer sous scellé ces identifiants avec cette dernière volonté concernant justement la volonté de fermeture ou non de certains sites. Également, donc, la possibilité de numériser aussi des documents administratifs importants. Et aussi, vous avez un service des derniers messages qui est un service en fait qui est présent chez les usagers depuis les années 90, mais qui était présent plutôt par détournement d'usage. En tout cas, vous avez la possibilité d'envoyer des messages à vos proches via cette application, donc après votre décès. Et également, même certains services proposent la détection automatique de la mort, je trouvais quand même particulièrement caractéristique. C'est-à-dire, quand vous sentez que vous êtes sur le point de mourir, eh bien, vous allez cocher une petite case. Et donc, à partir de là, il faudra donner confirmation chaque jour, enfin, répondre à un mail qu'on vous envoie chaque jour pour dire « oui, je suis encore bien vivant ». Et le jour où vous ne répondez pas à ce message, eh bien, voilà, l'entreprise se charge d'aller faire une petite visite dans votre appartement pour vérifier que tout va bien. Donc, en fait, ces services, vous l'avez compris, donc s'adresse à la mort, à la première personne, c'est-à-dire propose à l'usager de gérer lui-même sa stèle numérique, de créer une stèle numérique et voire même en fait vraiment d'aller capturer la mort à sa source. Hein. Donc, ce qui présente en fait voilà des enjeux de l'identité numérique anténatale et post-mortem. Et là, il me reste combien de temps là? 10 minutes. Voilà, et donc rapide parcours donc, qui vous donne donc une vision un petit peu panoramique de l'évolution de l'identité numérique et de ses enjeux aujourd'hui. Hein, l'identité numérique étant devenue un si grand système de données qu'effectivement elle ressurgit finalement de toutes parts et surtout les enjeux symboliques sont extrêmement importants de ces identités numériques hein, puisque justement pour revenir au cas des pages de défunts sur Facebook, eh bien certains usagers nous ont confié dans les entretiens que parfois ils avaient eu ce réflexe après le décès d'un proche de supprimer sa page Facebook pour ne plus avoir les notifications de Facebook demandant de jouer à un jeu avec le mort ou de le recontacter, etc. Donc ça traumatise quand même un certain nombre de personnes. Donc supprimer cette page, parfois les gens, certaines personnes l'ont amèrement regretté par la suite, parce que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir, en se rendant compte à quel point les données qui étaient laissées, qui avaient été produites par l'usager de son vivant, finalement étaient irremplaçables. Et donc, enfin en tout cas, on étudie plutôt justement ces hommages qui sont publiés sur les pages Facebook de personnes qui ont choisi de conserver le profil du défunt. Et ce qu'on observe, c'est que sur certains profils, en fait, en fonction de l'usage que le défunt a eu de Facebook ou du réseau social voilà, concerné de son vivant, eh bien, les usagers vont considérer que même après son décès, il va revenir visiter sa page Facebook et finalement, elle devient, pour certains usagers, alors ça concerne tout particulièrement les jeunes hein, qui utilisent quotidiennement Facebook, en effet, dans les représentations qui se font de l'au-delà, ils se disent, ben oui, mais puisqu'il était tous les jours, cette personne était tous les jours sur le réseau social, bien, il n'y a pas de raison pour qu'il ne revienne pas sur sa page Facebook. Après son décès, certains usagers s'excusent sur la page du défunt en lui disant mais je suis désolée, je suis pas revenue très souvent consulter ta page ces derniers temps, mais voilà, je suis là, je pense à toi, etc. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment fascinant dans cet usage, c'est qu'on voit à quel point l'usage de l'identité numérique s'est intériorisé au point finalement de faire corps avec les usagers et développer aussi une conception de l'existence et de la vie, de la mort qui est avant tout sociale. C'est-à-dire que
Tout comme la présentation de soi, donc pendant la vie, passait beaucoup par le numérique, hein, après le décès, cette importance du numérique va perdurer. Ça va devenir finalement des informations qui restent et qui permettent aux vivants de conserver un contact facile avec les défunts. Et ces pages de profil donc, sont investies vraiment comme le sont pour d'autres personnes, hein, les visites au cimetière, enfin les stèles dans les cimetières. Donc face aux stèles numériques donc, que deviennent les pages Facebook, eh bien les usagers vont se recueillir et développer des pratiques même de dialogue intérieur. C'est-à-dire on ne va pas forcément publier sur cette page, mais on va scroller la page de profil du défunt en se remémorant finalement les événements qu'on avait partagés de son vivant. Ça va devenir un moyen pour chacun de remémoration du défunt. Donc vraiment de pratique, de pensée envers la personne qui est décédée. Donc ce qui nous donne une idée de l'importance qu'on s'est donnée déjà aujourd'hui et l'importance qu'elles auront par la suite. Donc je vais terminer en donnant quelques conseils un petit peu basiques hein, sur la façon dont on peut gérer efficacement son identité numérique. On a vu, elle déborde tous les cadres de maîtrise, surtout de son identité numérique. Donc disons que, voilà, en 5 conseils, déjà donc pour les adolescents, hein, parce que je pense que les adultes souvent ont une réflexion peut-être plus circonstanciée sur le sujet. En tout cas, premier conseil, c'est de surveiller son identité numérique quotidiennement, alors hebdomadairement on va dire. Moi je suis spécialiste de l'identité numérique, donc très souvent je vérifie les occurrences dans Google. Donc ça consiste à taper son nom-prénom avec des guillemets dans les moteurs de recherche pour savoir en fait ce qui est attaché à notre nom-prénom. C'est un point que je n'ai pas évoqué, mais c'est qu'aujourd'hui on partage aussi la vie de nos homonymes. Hein. Donc voilà, donc moi, Fanny Georges, en fait, j'ai beaucoup d'homonymes et pour m'approprier mon identité numérique sur les réseaux sociaux numériques, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, hein, mais heureusement, je travaille sur le sujet, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai énormément d'homonymes. Effectivement, si vous avez un homonyme, comme c'est le cas d'un de mes homonymes qui est aussi chercheuse et qui travaille sur un domaine connexe, eh bien c'est très difficile de faire la différence entre ces données. En tout cas, il faut vraiment faire un effort dessus et supprimer les occurrences indésirables. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps de recontacter les services, etc. Mais ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire au moins pour être conscient de l'image que l'on donne à voir aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on vous cherche aussi sur Internet. Alors, deuxième conseil, sur Facebook, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire sur Facebook pour prendre soin de son identité numérique. Donc déjà, paramétrer la confidentialité de son profil, paramétrer par défaut les publications donc en mode publication pour moi seul, pour dans un second temps, lorsqu'on souhaite publier des choses, en fait, les paramétrer pour les amis, donc en modifiant en fait la caractéristique de la publication dans la timeline. Mais donc déjà essayer d'avoir un maximum de recul par rapport à ces publications pour éviter en fait un effet de publication spontanée de choses qu'on regretterait par la suite. Ensuite, dans l'onglet Amis, donc paramétrer cet onglet en visible par les amis, donc que les amis ne soient visibles que par les amis. J'ai pas le temps vraiment de détailler les procédures d'accès à ces fonctionnalités. Trier en effet régulièrement les publications les plus anciennes. Vous avez même une fonctionnalité automatique sur Facebook qui permet de supprimer les occurrences les plus anciennes pour que les nouveaux usagers qui souhaiteraient en fait pister vraiment, enfin surveiller vos activités ne puissent pas en trouver trop longtemps en fait sur une trop longue période. Ensuite, gérer ses amis en groupe pour les adapter à la visibilité de chaque publication. Donc, vous pouvez faire des groupes d'amis
et qui vous permettent ensuite de donner la visibilité donc à chacun de ces groupes, à chacun de vos posts. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire dans Facebook et pour surveiller son identité numérique, et surtout, en fait, on peut se rendre compte de tout cela en utilisant l'onglet « Consulter son profil en tant que ». Ça, c'est vraiment, je dirais, l'outil de base, moi, que j'utilise vraiment quotidiennement. On y accède en cliquant sur l'icône cadenas en haut à droite de Facebook. Donc, ça permet de voir son profil tel qu'il est consulté, par exemple, par n'importe qui est public, ou bien par un ami en particulier, parce que parfois, on ne se rend pas compte, en fait, de la visibilité que l'on donne à certaines publications, ou la visibilité de certaines publications lorsqu'on est tagué par d'autres. Enfin voilà, donc ça vous permet en tout cas de vous voir vraiment dans les yeux d'un autre usager pour contrôler l'image que vous donnez à voir. Troisième conseil, pour la vie familiale, évidemment, les parents sont responsables avant tout de l'identité numérique de leur enfant. Donc, au moins que les parents le sachent lorsqu'ils publient sur Facebook toutes les photos de leur enfant qui va à l'école, qui a mangé ceci, cela. Moi, je conseillerais de ne jamais publier, comme c'est généralement fait, de photos de ses enfants ou des informations personnelles. Même l'idéal, c'est que on ne puisse même pas savoir que vous ayez des enfants. Et cela même si Facebook donne l'illusion, par exemple, qu'on peut paramétrer ces publications en mode visible par les amis, puisqu'en réalité, les amis de vos amis peuvent aussi les consulter. Donc, en fait, dès lors qu'elles sont mises en ligne, moi je conseillerais vraiment, en sachant que les enfants sont quand même des êtres autonomes, en fait, de ne pas les attacher à sa propre identité numérique. Alors, ce qui peut être frustrant, mais pour moi, les SMS et les textos peuvent servir à cela aussi. Et ne pas créer de site internet, pour son enfant, en fait, encore moins au nom de son enfant, parce que faut quand même avoir conscience que on viole la confidentialité de ses données personnelles en faisant ça. Les profils des défunts, alors bon, j'espère que vous n'en aurez pas l'usage, hein, mais en tout cas, il y a un formulaire de déclaration de décès de Facebook qui est possible de remplir. On peut déclarer le décès d'un usager pour éviter de recevoir des relances en fait par Facebook, de reprendre contact avec lui en tant qu'utilisateur inactif. Donc bien réfléchir avant de supprimer le profil. Et donc comme le font beaucoup d'usagers, hein, je ne vous ai pas évoqué cela, mais il y a une pratique de prophylopraxie, ce qu'on a appelé prophylopraxie avec ma collègue Virginie Julliard, hein, ce qui consiste à nettoyer la page de profil du défunt des informations qui semblent gênantes pour effectivement sa remémoration post-mortem. Et donc voilà. Et enfin, cinquième conseil, pour vivre avec son identité numérique, donc ça consiste à essayer, notamment pour les usagers compulsifs de selfies, d'abord publier ces selfies et toutes ces publications en fait en mode pour moi seul, comme je vous disais tout à l'heure, avant de les vérifier et de les changer par la suite, parce que parfois, effectivement, on peut ne pas se rendre compte de certaines lectures, de certaines images qui peuvent être associées par certaines personnes hein, qui n'interprètent pas de la même manière que nous les mêmes objets. Voilà. Et attention au partage de données mobiles et de tous ces formidables dispositifs de Quantified Self hein, qui sont quand même des bases de données qui sont propriétaires et qui peuvent être achetés, utilisés par des organismes divers et variés et qui peuvent peut-être manifester un état de santé qui n'est pas toujours propice à certaines activités. Voilà. En tout cas, et évidemment aujourd'hui Facebook est utilisé avec des personnes que l'on connaît déjà, hein, ce qui est le grand changement, comme je disais, par rapport aux années 90. Donc, pour donner des conseils pratiques aussi, c'est parfois de ne pas rester derrière son téléphone portable pendant qu'on est avec d'autres amis et puis évidemment profiter de Facebook comme vraiment outil de médiation sociale pour se donner des rendez-vous aussi en face à face, parce que parfois le face à face, l'IRL, ça reste aussi
très intéressant, de même que cette formidable expérience de sortir sans téléphone portable, voilà, pour prendre un petit peu de recul avec nos identités numériques. Voilà, je vous remercie.